Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc continuer la présentation du programme Tous Présidents, en abordant cette fois la question de l'éducation, donc l'éducation nationale comme on la connaît, et également le cas de l'éducation populaire qu'il faudra instaurer de manière plus générale en France. Comme à chaque fois, donc je vais lire le texte que j'ai écrit, il n'y a pas de nouveauté, vous commencez à connaître le principe. Je reviens pas sur tous les points que j'ai présentés auparavant, vous pouvez aller voir les vidéos qui sont déjà postées sur la chaîne. Et donc je vais pas tarder et je vais attaquer tout de suite. Donc aujourd'hui, éducation nationale et populaire. Une éducation de qualité est nécessaire à l'émancipation des individus. Je pense que sur ce point-là, on est tous d'accord. Le système éducatif doit être mis à plat pour valoriser le travail des enseignants et permettre aux élèves de s'épanouir tout au long du cursus scolaire. D'une part, en leur permettant de maîtriser rapidement les bases fondamentales, et d'autre part, en leur offrant une large variété d'enseignements au lycée pour leur permettre d'affiner leur future orientation professionnelle en fonction de leur affinité. Par ailleurs, la formation doit perdurer à l'âge adulte en offrant à tous des espaces d'éducation populaire où partager le savoir. Donc voyons ensemble la première partie qui est former des citoyens instruits et libres. L'acquisition de connaissances et d'un esprit critique sont indispensables à l'épanouissement de citoyens éclairés. Donc sur ce point-là, je pense qu'on est tous d'accord, hein. On ne peut pas vraiment être éclairé si on n'a pas accès à un socle de connaissances et encore plus à un esprit critique, parce que juste avoir des connaissances sans recul sur ces connaissances, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je propose de rétablir de l'exigence dans l'acquisition des connaissances socles, maîtrise de la langue française, des bases mathématiques, des grands événements historiques et de l'organisation du monde, géographie et sciences expérimentales. Donc ça, c'est vraiment les bases à avoir selon moi. Juste pour information, j'ai pris un article parmi d'autres. Pourquoi j'insiste tant sur ces connaissances socles? C'est parce que notamment, on peut voir que le niveau des élèves a tendance à baisser. Donc là, c'est une étude de 2019, mais régulièrement, on sait que le niveau en primaire alors, il faudrait faire appel à des sociologues ou des experts du domaine pour être sûr que ces données sont fiables, mais globalement, on a l'impression qu'il y a une tendance à la baisse du niveau général des élèves. Et donc là, par exemple, en 2019, le résultat est éloquent, alors qu'entre 2008 et 2014, le score moyen était resté stable. Il baisse de 17 points en 2019 pour atteindre 232 points. La baisse de niveau est générale, 54,4% des élèves interrogés sont classés faibles, il n'était que 42,4% en 2014. A l'inverse, la proportion d'élèves dans les groupes les plus performants diminue 20,2% en 2019 contre 29% en 2014. Donc ça, c'était une étude qui était menée sur les mathématiques. Mais de manière générale, on sait qu'il y a beaucoup d'élèves au collège qui ont également du mal à s'exprimer et à écrire, à lire, etc. Et donc c'est quand même compliqué ensuite quand on a des difficultés, ne serait-ce que pour lire et écrire, d'acquérir des connaissances dans des matières telles que la technologie, la biologie, la physique, etc. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment important d'appuyer les bases socles pour qu'un élève qui arrive au collège soit en état de pouvoir enrichir ses connaissances et ne soit pas ralenti à cause de difficultés très très basiques. Ensuite, je propose de mettre en place un bilan des acquis à la fin du primaire pour l'accession au collège, donc ça va dans le même sens bien évidemment, avec remise à niveau obligatoire pour l'écriture, la lecture et les 4 opérations de calcul de base, donc l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ça, c'est vraiment le minimum à savoir pour ne serait-ce qu'ensuite pouvoir se débrouiller dans la vie plus tard. Un bilan à la fin du primaire, et si les élèves sont pas capables de maîtriser ces connaissances à la fin du primaire, ben, soit des stages durant l'été pour faire un nouveau test à la fin de l'été et montrer que ces connaissances ont été acquises, soit un redoublement. Donc dans cette idée-là, je propose de rétablir les redoublements lorsque les difficultés scolaires des élèves l'exigent, en attribuant en parallèle aux écoles des moyens supplémentaires pour accompagner les élèves décrochés. Le redoublement est devenu tabou, il ne faut plus faire redoubler les élèves, ça demande des charges supplémentaires pour les professeurs qui se retrouvent avec des élèves qui n'avancent pas, des élèves qui ensuite se retrouvent avec des élèves beaucoup plus jeunes qu'eux au bout d'un moment s'ils redoublent trop, donc ça posait certains soucis. Cependant, en fait, si on empêche les élèves de redoubler, ça fait que reporter le problème sur les enseignants qui suivent derrière. Ça ralentit les groupes d'étudiants qui sont censés avoir un certain niveau et qui, du coup, apprennent moins de choses parce que l'enseignant perd du temps à expliquer, plus longtemps aux élèves en difficulté des choses très, très simples. Donc voilà, je propose tout simplement de rétablir les redoublements en attribuant bien évidemment des moyens pour les accompagner, éviter qu'ils redoublent, à multiples reprises. Mais je pense qu'il est important que les élèves puissent redoubler tôt pour ensuite, ne pas être décrochés pendant des années et ne jamais réussir à rattraper le wagon. Ensuite, je propose d'accompagner les communes pour généraliser autant que possible la semaine de 4 jours et demi, favorisant le rythme de sommeil des enfants et leur apprentissage, en concentrant les périodes d'apprentissage sur 5 matinées. Donc ça, il y a des études qui l'ont montré, je sais que c'est en débat, que c'est pas très clair, mais qu'apparemment les semaines de 4 jours et demi avec les enfants donc qui vont à l'école le mercredi matin, seraient plus efficaces. Ça troublerait moins leur rythme de sommeil avec des enfants qui des fois dans certaines familles,
sont un peu livrés à eux-mêmes et ou alors, juste profitent, hein, c'est normal aussi de laisser ses enfants jouer quand ils ont pas école le lendemain et du coup, ça trouble leur sommeil avec le mardi soir et donc le vendredi et le samedi soir également où ils se couchent tard et du coup, là, de ramener la semaine à 4 jours et demi, ça permet aux enfants de se coucher à peu près à la même heure tous les jours de la semaine et de mieux intégrer les informations le lendemain à l'école. Donc si la semaine est de 4 jours dans certaines écoles, c'est clairement pas la plupart du temps pour une question d'apprentissage, c'est pour une question de facilité pour les communes, pour les enseignants et pour les parents. Ça permet de ne pas ouvrir l'école le mercredi, donc les parents, ça leur permet de ne pas emmener leur enfant à l'école et donc de mieux s'organiser pour le travail ou de simplement payer une nounou le mercredi, enfin et cetera. Mais c'est clairement pas optimisé pour l'apprentissage. Donc je propose d'accompagner les communes si elles ont des difficultés pour mettre en place, cette semaine de 4 jours et demi, mais d'essayer de la généraliser dans le plus d'écoles possible, à travers le pays. Je propose également de généraliser l'heure d'études chaque soir pour permettre aux élèves en difficulté d'approfondir leurs points faibles et aux autres élèves de réviser quotidiennement leurs acquis indépendamment des conditions sociales. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà, mais c'est pas vraiment généralisé. C'est plus, généralement les parents qui peuvent pas venir chercher leurs enfants tout de suite. Il y a les enfants qui partent en études. Là, je propose vraiment que ce soit généralisé autant que possible pour que les enfants puissent rester et doivent rester d'ailleurs, afin que l'on soit dans une famille qui soit aisée, qui peut donc apporter un soutien scolaire le soir à son enfant ou que l'on soit, une famille plus pauvre qui s'occupera pas forcément de l'enfant derrière, les enfants puissent apprendre, le plus possible, de manière équitable, et donc y accès aux heures d'enseignement classiques et une heure d'études, tous les soirs pour bien intégrer les connaissances acquises dans la journée et dans la semaine. Ensuite, je propose de s'appuyer sur l'acquisition des compétences pour focaliser les élèves sur la compréhension et l'esprit critique plutôt que sur la performance scolaire. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est en cours, hein, on fait moins en moins appel à la notation, 19 sur 20, 17 sur 20 et cetera. On fait plus appel à une validation d'acquis, mais je pense qu'il faut vraiment continuer là-dessus et approfondir ça pour que l'on s'assure surtout que l'élève ait compris et qu'il ne se sente pas sanctionné s'il ne comprenne pas. Juste, juste voilà, s'appuyer vraiment sur la compréhension, l'esprit critique des élèves et même s'ils font une faute dans leurs calculs, mais qu'ils ont compris globalement comment l'opération se faisait, je pense que c'est plus important que d'avoir un résultat juste, par exemple, pour les mathématiques et cetera. Puis si sur une date en histoire, il se trompe d'une année ou 2, mais qui sait à peu près à quelle période ça se passe, qui sait que c'est au Moyen Âge, à la Renaissance, ou à une époque moderne. Je pense que c'est plus important que de savoir s'il a bien dit que c'était le 14 juin 1933, que s'est passé tel événement. Même si bon, en primaire, ça va pas aussi loin, mais voilà. Ensuite, je propose de lutter contre les ghettos scolaires en incluant dans les plans locaux d'urbanisme l'obligation de répartir les logements sociaux autour de différentes écoles. Donc ça, pareil, hein, il y a des écoles qui se retrouvent, ghettoisées avec des élèves, dont les parents sont en difficulté financière et cetera, qui se retrouvent dans les mêmes écoles, qui sont donc moins bien accompagnés. Ça crée vraiment des ghettos scolaires où les profs luttent pour apprendre les choses aux élèves car ils sont très peu accompagnés par leurs parents. Donc en faisant en sorte que les mairies, mettent les logements sociaux un peu partout à travers la ville, ça permettrait, plus de mixité sociale au sein des écoles et donc de faire remonter le niveau global, de certains élèves, actuellement en difficulté. Je propose également de verser l'allocation scolaire sous forme de bons d'achat, de façon à s'assurer que celle-ci serve à l'achat de fournitures scolaires. Donc ça, c'est simplement parce qu'il y a des familles qui abusent des fois des allocations scolaires, qui s'en servent pour d'autres dépenses. Je pense que c'est important qu'un élève, ait les outils nécessaires à son apprentissage. Donc voilà, l'allocation scolaire, ça doit servir aux fournitures scolaires, s'assurer qu'un élève ait bien tout le matériel nécessaire pour apprendre correctement et donc voilà pourquoi je veux mettre en place cette mesure. Ensuite, le point suivant consiste à moderniser les enseignements du secondaire. Les enseignements du secondaire sont aujourd'hui des fabriques à travailleurs soumis et sans libre arbitre. Il est temps de transformer les institutions pour permettre aux citoyens sortant du système éducatif d'avoir un esprit libre et éclairé. Donc là, évidemment, je pense que c'est quelque chose sur lequel la plupart des gens sont d'accord, hein. On va à l'école pour apprendre des connaissances et aussi énormément pour apprendre et à respecter une autorité, que ce soit celle du prof, que ce soit celle du groupe, tout simplement pour qu'on soit plus adapté ensuite à la vie professionnelle et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui devrait essayer de voir un peu plus loin et essayer de se concentrer sur les besoins et les envies de chacun. Donc je propose de créer un CAPES d'informatique, de droit, de sciences politiques et de psychologie sociale pour inclure ces matières en option à partir du lycée, afin de démocratiser les connaissances liées aux nouvelles technologies et à l'organisation civique et politique de la société. Donc à l'heure où l'informatique est devenue primordiale, je pense que les simples cours de technologie qu'on peut avoir ne suffisent pas. Il faut vraiment qu'on apprenne tout ce qui est codage, tout ce qui est informatique de pointe, en fait, qu'il y ait vraiment des profs qui soient spécialisés là-dedans, qui puissent apporter ces connaissances dès le secondaire.
Ce qui servira ensuite pour les études supérieures, où on aura des élèves déjà compétents et ça pourra permettre à la France d'avoir vraiment, des technologies de pointe en informatique, sachant que c'est vraiment une des technologies primordiales pour demain, pour être, une nation indépendante et maîtriser ses logiciels et cetera. Des cours de droit, tout simplement pour que les gens, puissent comprendre, la loi, l'esprit de la loi et savoir quand est-ce que des lois sont injustes ou inéquitables. Des cours de sciences politiques pour comprendre, comment la politique se passe dans un pays. Je pense que les cours de CJS ou je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, ne sont pas suffisants. Je pense qu'il faut vraiment comprendre, comment fonctionne la politique d'un pays, qu'est-ce qu'un courant de gauche, qu'est-ce qu'un courant de droite, pour leur permettre de voter ensuite en pleine conscience et de psychologie sociale, car il y a beaucoup de comportements humains que l'on comprend de mieux en mieux, que les GAFAM notamment utilisent contre nous, pour nous inciter à consommer et cetera et je pense qu'il est important que les gens aient conscience de cette problématique, psychologique et des biais cognitifs que peuvent avoir, les humains et donc que chacun d'entre nous peuvent avoir, afin de pouvoir, également, prendre des décisions plus libres et moins soumises, aux manipulations, de toutes sortes. Ensuite, je propose de réformer les filières lycéennes pour en finir avec les parcours fléchés, général, technologique, professionnel et offrir la possibilité aux élèves de se forger un panel de compétences et de connaissances adaptées à leurs envies. Donc actuellement, je sais que l'enseignement en secondaire, c'est déjà un peu plus, élargi, mais j'aimerais encore favoriser les passerelles entre les différentes filières pour que les connaissances à la fois pratiques et théoriques puissent se mixer et que certaines connaissances ne soient pas cloisonnées trop tôt. Donc voilà, je propose vraiment de permettre plus de flexibilité avec donc un enseignement d'un tronc commun réduit permettant de valider l'année, avec 15 heures de cours hebdomadaires et des choix optionnels de matières parmi toutes les spécialités classées en 3 niveaux. Le lycée est censé se faire en 3 ans. Donc on pourrait choisir chaque année, une matière. Si on l'a fait pendant les 3 années, on passera du niveau 1 au niveau 2 puis au niveau 3. On aura totalement maîtrisé la matière à la fin du cursus. Alors que si l'on veut voir plus de matières différentes, plus de choses tout simplement, sans les approfondir forcément, on pourrait faire le niveau 1 de différentes matières chaque année. Donc on reprendrait, quand on arrivera en première, le niveau 1 de nouvelles matières, puis même en terminale, on pourrait réattaquer au niveau 1 de matières encore différentes. Donc ça nécessite forcément des réformes du baccalauréat. Donc je propose de réformer le baccalauréat pour prendre en compte ces changements, avec donc une obtention du diplôme si on a validé le tronc commun lors d'un examen final. Donc le tronc commun, donc c'est les 15 heures de cours hebdomadaires que tout le monde est censé suivre. On a le baccalauréat si on arrive à valider ces matières, tout simplement. Ça veut dire qu'à la fin du lycée, tout le monde a les mêmes bases et un niveau baccalauréat. Et l'obtention de mentions ne serait plus basée sur les notes, mais serait basée sur la validation de matières optionnelles. Donc plus on validerait de matières optionnelles ou plus on validerait des matières optionnelles approfondies, plus la mention serait élevée. Et je propose également de réformer l'accès aux études supérieures pour prendre en compte ces changements, ce qui veut dire qu'actuellement, vous avez des écoles supérieures ou des universités qui se basent sur les résultats des étudiants au baccalauréat pour sélectionner leurs étudiants. Et bien là, ils se baseraient donc sur ces nouvelles mentions et donc on saurait que pour aller dans telle école, ou telle université, il serait intéressant d'avoir fait ces matières optionnelles et de les avoir validées au bac. Ensuite, je propose donc, pour que les élèves soient instruits et cetera, il faut que les enseignants, fassent leur boulot et le fassent bien. Donc je propose de valoriser le métier d'enseignant. Les enseignants ont peu à peu été mis à l'arrière-plan, derrière les enfants rois. Il est nécessaire de les remettre en valeur pour améliorer la qualité des enseignements en leur offrant des conditions de travail de qualité. Alors je propose donc d'associer les enseignants expérimentés à l'élaboration des programmes. Actuellement, il y a trop peu d'enseignants qui sont inclus dans l'élaboration des programmes, ça se fait au niveau des ministères et je pense que c'est une mauvaise chose. Il faut vraiment intégrer les acteurs de terrain à l'élaboration des programmes pour que ça corresponde vraiment aux besoins des élèves et aux besoins des enseignants. Je propose également de revaloriser de 10 le salaire des enseignants pour rendre le métier attractif et compenser les gels de salaire des années passées. Je propose de recruter des enseignants en nombre suffisant pour pouvoir fixer le nombre d'élèves par classe à 25. Donc ça fait des années qu'on le dit, il y a trop d'élèves dans les classes, mais on n'y met vraiment pas assez de moyens. Je voulais d'ailleurs vous montrer ce graphique, ça m'y fait penser. Donc là, c'est les dépenses publiques en éducation, en pourcentage des dépenses du gouvernement en France, donc depuis 1981. On voit qu'en 1981, le gouvernement, dépensait 11,5 de son budget dans l'éducation. Ensuite, ça avait chuté pour arriver à 9,3 au milieu des années 80. C'était remonté en 95 à 10,9 donc autour des 11. Et depuis, donc là, la courbe ne se continue pas. Je ne sais pas pourquoi les données, n'y sont pas. C'est les données de la Banque mondiale, hein, si vous voulez savoir, où je prends ces informations-là. Depuis 1995, le budget de l'éducation nationale a globalement baissé pour arriver en 2017 à 9,7 du budget. Le budget d'éducation est en baisse
et je pense donc qu'il faudrait tout simplement réinvestir si on veut atteindre les objectifs que beaucoup de candidats promettent, c'est-à-dire un nombre d'élèves satisfaisant dans les classes. Donc voilà, donc recruter des enseignants, modifier le mode d'attribution des postes en réseau d'éducation prioritaire pour les accorder à des enseignants disposant d'un minimum de 5 ans d'ancienneté pour les REP et 10 ans pour les REP+, en contrepartie de primes mensuelles significatives. Actuellement, c'est des jeunes enseignants qui vont enseigner dans des milieux scolaires difficiles. Ce qui peut se comprendre d'un certain côté, en se disant qu'un enseignant, lorsqu'il acquiert une certaine expérience, a envie d'améliorer ses conditions de travail et n'a pas envie d'aller travailler dans ces zones-là. Mais forcément, un jeune enseignant, donc déjà, ça le met en difficulté parce qu'il vient tout juste d'avoir son diplôme, donc il n'est pas encore affûté pour faire des cours. Et donc on le met directement avec des élèves qui, en plus, ne sont pas les plus faciles à gérer. Et en plus de donc apprendre le métier d'enseignant, il doit en plus apprendre la gestion d'élèves en difficulté et d'élèves parfois difficiles. Donc je pense que ce serait plus logique d'envoyer dans les REP et les REP+ des enseignants qui ont déjà un certain métier, une certaine expérience, qui pourraient donc se concentrer uniquement sur la gestion des élèves et sur leur apprentissage et ne seraient plus focalisés sur la difficulté déjà de transmettre les connaissances. J'imagine que vu que les enseignants ne voudront pas le faire de manière naturelle, il faudra leur donner des primes et qu'avec des primes suffisantes, on arriverait à convaincre suffisamment d'enseignants pour aller dans ces zones-là et améliorer la qualité d'enseignement dans ces zones, ce qui ferait qu'en améliorant peu à peu le niveau de ces écoles, peu à peu, ça rendrait ces écoles moins difficiles, et cetera, et cetera. Bon, ça, c'est bien sûr en accord avec plein d'autres mesures sociales qu'il faut prendre pour que ces élèves qui viennent de familles en difficulté ne soient plus des élèves qui viennent de familles en difficulté et soient simplement des élèves parmi d'autres. Il faudrait que ces REP et ces REP+ finissent par disparaître. Mais tant que ces REP existent, je pense qu'il serait important d'envoyer des professeurs plus expérimentés au sein de ces établissements. Je propose également d'obliger les inspecteurs à effectuer des heures d'enseignement pour les faire garder contact avec la réalité du terrain et réduire la masse des cours non effectués. Donc là, actuellement, les inspecteurs qui sont là pour juger du travail des enseignants, ne font pas ou presque pas, je saurais pas vous dire exactement, mais font très, très peu d'heures d'enseignement et donc vu qu'ils se permettent ensuite de juger de la qualité du travail des enseignants, il serait peut-être bien qu'ils puissent eux-mêmes effectuer des heures d'enseignement pour se rendre compte de la difficulté que c'est aujourd'hui et ça leur permettrait donc de mieux juger leurs collègues et également donc ça permettrait de participer, en plus du recrutement des enseignants, à combler les cours qui sont non effectués lorsqu'il y a des arrêts maladie ou différentes absences des enseignants. Ensuite, je propose d'instaurer la tolérance zéro face aux incivilités scolaires en utilisant toute l'échelle de sanctions prévues et en simplifiant les procédures d'expulsion en cas de violence. Très clairement, les élèves sont à l'école pour apprendre, ils ne sont pas là pour faire du chahut, ou pour compliquer la vie des enseignants. Donc les enseignants doivent être respectés et si jamais des élèves ne souhaitent pas respecter leurs enseignants, il faudra mettre en place des sanctions. Donc ça, ce sera à voir en fonction des sanctions déjà prévues, mais simplement déjà commencer par les appliquer et expulser les élèves s'il y a de la violence. La violence est totalement intolérable, donc si des élèves commencent à être violents, que ce soit entre eux ou avec des professeurs, il faut être capable de les expulser de l'établissement. Temporairement, bien sûr, parce qu'il faut quand même qu'ils aient accès à une éducation, mais il faut leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas aller à l'école et faire n'importe quoi en toute impunité. Puis après, on pourrait également mettre en place des structures d'accompagnement pour essayer de comprendre pourquoi cet élève agit comme ça et voir quelles mesures on peut apporter pour qu'il se comporte mieux en classe. Est-ce qu'il vit dans une famille où les parents sont violents, le père bat la mère ou le père bat l'enfant, et ce qui crée des troubles du comportement, ou est-ce que c'est simplement pour faire comme ses copains et ne remettre un peu d'autorité dans les établissements permettrait de calmer un peu tous ces élèves turbulents. Ensuite, je propose de renforcer l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Les élèves en situation de handicap sont aujourd'hui de plus en plus pris en compte. Malheureusement, les moyens investis par l'État dans leur accompagnement n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc voilà, donc là très, très concrètement, donc c'est très bien. Il y a des élèves qui sont handicapés, que ce soit des troubles mentaux ou des troubles physiques. Malheureusement, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis actuellement. On intègre donc ces élèves dans des classes, mais sans que les professeurs soient en état de les accueillir au mieux. Et donc il y a des aides pour ces élèves, mais ça ne suffit malheureusement pas. Donc je propose de continuer le recrutement d'accompagnateurs pour permettre aux enseignants de se concentrer sur l'instruction. Notamment, par exemple, moi j'ai le cas d'une amie qui était enseignante avec un élève autiste dans sa classe qui était très compliqué à gérer. Et du coup, elle devait passer pratiquement la moitié de sa journée à essayer de le gérer, de l'occuper, sans pouvoir s'occuper pendant tout ce temps des autres élèves. Donc c'est vraiment important qu'il y ait un accompagnateur qui soit là vraiment pour s'occuper de l'élève en difficulté et que l'enseignant puisse se concentrer sur son cours. Et je propose de ne reconnaître comme unité localisée pour l'inclusion scolaire, donc ce qu'on appelle des ULIS, uniquement les écoles dont les enseignants ont disposé d'une formation agréée, prise en charge par l'État, leur assurant les compétences nécessaires à l'accompagnement d'élèves atteints de troubles du comportement. Donc actuellement, les élèves en situation de handicap sont mis dans des établissements qu'on appelle ULIS.
Seulement ces établissements ne sont pas forcément, adaptés, sachant qu'il y a des professeurs qui gèrent au mieux, hein, qui on leur dit: «Ben, vous allez avoir un élève, cette année qui sera en situation de handicap. Faites de votre mieux pour le gérer», mais ils ont pas forcément de formation, agréée donc pour s'en occuper. Donc c'est vraiment important de s'assurer que les établissements qui reçoivent ces élèves-là ont des professeurs qui sont formés pour et donc l'État doit investir pour leur attribuer des formations adaptées. Enfin, je propose donc de développer les réseaux d'éducation populaire. Donc arriver à l'âge adulte et installé professionnellement, la société ne nous incite plus à poursuivre notre apprentissage, hormis lors d'évolutions professionnelles, comme si les seules connaissances qui comptaient étaient celles permettant d'enrichir le pays. Il est temps de mettre en place des lieux où partager des savoirs plus larges. Donc c'est des lieux d'éducation populaire, comme on appelle ça, ou d'éducation permanente, ça a différents noms. Donc je propose de créer des espaces dédiés à l'éducation populaire et de recruter des animateurs chargés de mettre en place des programmes d'éducation populaire au sein de chaque ville de plus de 10 000 habitants. Donc forcément pour une ville de 10 000 habitants, ce sera un petit espace avec quelques personnes qui viennent apporter des connaissances de temps en temps ou voir si la population est motivée, vraiment créer un programme hebdomadaire et très construit. Mais pour les grosses villes, forcément, il pourrait y avoir, plus d'un centre, il pourrait y avoir plusieurs centres ou un centre, énorme qui ressemblerait à une université, mais vraiment où l'éducation se transmet entre personnes, volontaires qui n'ont pas forcément des diplômes, universitaires ou quoi que ce soit, mais qui sont là pour partager leur savoir, que ce soit leur savoir en termes de cuisine, en termes de bricolage, en termes de savoir théorique, d'astronomie, de je ne sais quoi et qui soient là pour partager du savoir et que ce soit des espaces où on puisse accéder à du savoir gratuitement. J'oublie de le préciser dans le programme, mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est que ces espaces d'éducation populaire soient gratuits. Donc je propose également d'utiliser ces lieux pour partager des savoirs théoriques, pratiques et politiques. Comme je viens de le dire, ça peut également être, donc j'ai parlé de savoirs pratiques et théoriques, mais ça peut également être des savoirs politiques. À une époque, il y avait les syndicats et le Parti communiste et certains partis politiques qui participaient via leurs militants et leurs adhérents à partager, des savoirs, politiques. Actuellement, il n'y a plus vraiment de lieu pour ça. Les syndicats, c'est devenu un peu des usines à gaz où on se contente d'adhérer à un syndicat pour préserver à peu près ses conditions sociales et les partis politiques, ont presque plus de militants. Très clairement aujourd'hui, les plus gros partis politiques ont quelques dizaines de milliers de militants et d'adhérents plutôt, parce que parmi les adhérents, tout le monde n'est pas militant, ont quelques dizaines de milliers d'adhérents et donc il n'y a plus vraiment de lieu où les gens peuvent se transmettre du savoir en masse comme ce fut le cas à une époque. Et enfin, laisser chaque espace d'éducation populaire libre de sa programmation et de son mode d'organisation. Donc là, contrairement à l'éducation nationale où les programmes sont fixés par le ministère, là vraiment selon la ville, selon les personnes qui sont volontaires pour donner des enseignements ou partager des savoirs, vraiment laisser chaque centre libre de sa programmation et en termes d'organisation, pareil, si des gens veulent créer des cours du soir, ben, ils font des cours du soir chez eux. Si d'autres veulent créer des gros programmes sur le week-end, ils font des gros programmes sur le week-end. Voilà, laisser un peu chacun libre de son mode de fonctionnement et essayer de décentraliser un peu tout ça pour que l'on s'adapte un peu plus au local. Dans 2 semaines, je ferai une vidéo sur, la recherche et les universités. Et donc sur ce, je vous incite à continuer à vous intéresser à la politique comme toujours et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.